Nous y sommes, et pour de vrai. Scooper Gaban, bras gauche de Roger, apparu pour la première fois il y a 28 ans dans le chapitre 19, est introduit dans le présent en tant que Yassan, le dévoreur de montagnes. C'était bien lui caché sous ce casa face à Crocus dans la cover du chapitre 631. C'était bien lui qui attendait les Mugiwara au chapitre 1124 et c'est bien lui qui aujourd'hui représente le dernier rempart vers Laftel. L'aventure a commencé avec Roger, s'est stoppée 2 ans avec Rayleigh et terminera aujourd'hui avec Gaban et tout ce qu'il va apporter dans l'histoire. Dans cette review, nous allons voir comment et pourquoi Gaban serait le gardien du dernier Rod Poneglyph en étant l'homme à la cicatrice de feu, comment et pourquoi Gaban sera celui qui déclenchera la prochaine ellipse et entraînement des Mugiwara et comment et pourquoi les chevaliers divins risquent très bientôt de changer la vie d'un des frères d'armes de Roger. Les gars, aujourd'hui très grosse review qui nous attend, énorme analyse sur Gaban et tout ce qui l'entoure, rétrospective de quelques-unes de mes théories qui commencent, ça y est, enfin à se confirmer, alors je vous invite à fêter ce jour tant attendu en matraquant les likes et à me dire en commentaire si oui ou non vous pensez que Gaban est l'homme à la cicatrice de feu. Lâchez par la même occasion la note du chapitre, j'aime bien vous lire. Merci à tous et commençons cette review. Les gars, exceptionnellement, et vu que tout le chapitre lui est consacré, ce n'est pas la peine de faire durer le suspense plus longtemps. J'ai le plaisir immense de pouvoir enfin dire dans une review que Scooper Gaban est apparu dans One Piece et qu'il est encore vivant. Les gars, waouh, c'est vraiment c'est premier degré les émotions. Je crois que j'ai rarement eu autant de frissons de joie en découvrant l'apparition d'un personnage. C'est bon, c'est Scooper Gaban. Dieu merci, on ne s'est pas trompé et Oda ne nous a pas feinté. Ça aurait été vraiment, je pense, que ça aurait été vraiment catastrophique pour le moral. Je vous le cache pas. Let's go! Donc ouais, on attend ce personnage depuis si longtemps, tout poussé tellement à penser que c'était lui que l'inverse m'aurait achevé. J'aurais fini par faire des reviews de Dandadan à la place, hein, je pense, j'aurais pas tenu. Alors ouais, justement, c'était tellement évident depuis le chapitre 1124 que c'était Gaban que je ne peux absolument pas dire et être égoïste, que j'avais raison, alors que c'était une affaire d'équipe, on l'a tous pensé, on l'a tous espéré, je suis fier de vous, bravo les gars. Après, il y a ceux aussi qui pensaient que c'était Shiki, alors désolé pour vous, je pense que lui aussi, un jour faudra lâcher le morceau. J'en ai bien l'impression. J'espère quand même qu'il réapparaîtra aussi, mais plus ça va et... ouais. Bon, par contre, là où je peux un petit peu gonfler le torse et tout, c'est sur la théorie que l'homme au casa face à Crocus était bien Gaban, parce que oui, maintenant c'est une idée qui s'est vachement répandue avec le temps, mais le gogo, on a parlé tard à l'époque, il y a plus de 9 ans, dans les premiers mois de la création de ma chaîne. C'était le 28 décembre 2015, et c'est dans la théorie Scooper Gaban, le shogun de Wano, que je vous exposais le lien entre cet homme face à Crocus et le bras gauche du roi des pirates. Alors bon, étant donné qu'il se trouve de dos, nous ne pourrons pas affirmer non plus à 100% qu'il s'agisse réellement de Gaban. Cependant, quelques indices me confortent dans l'idée que ce dernier est bel et bien allé rendre visite à Crocus, son vieil ami. Ils ont l'air d'avoir tous les deux la même carrure et portent le même genre de haut noir à manches longues. Leur coupe de cheveux est aussi similaire, avec le temps que Gaban a logiquement pris quelques cheveux blancs. Oui bon, après la théorie qu'il soit le shogun de Wano, etc. Tout ça c'était à chier, la vidéo en elle-même était à chier de toute façon, mais ça c'est qu'un détail. Donc ouais, tout ça pour dire que même si je ne suis pas à l'origine de cette théorie, j'en suis un fervent défenseur depuis 2015, presque 10 ans que j'attends ce moment, putain, ça y est, nous y sommes. C'est le deuxième personnage à être allé sur Laftel que nous rencontrons donc dans le présent de l'histoire avec Rayleigh et Crocus, c'est fou. Surtout que l'introduction de ce personnage n'est pas là que pour représenter un quelconque fantasme de fanatique de puissance ou de combat, non non. Si Oda lui prépare un traitement similaire à Rayleigh, alors notre bon vieux Gaban aura vraiment plusieurs choses à nous offrir. Vous imaginez pas le nombre de théories que ce chapitre a éveillé en moi, j'ai trop de choses à dire donc je vais respirer un bon coup et on va analyser ça page par page. Alors, on commence déjà par le groupe de Luffy, Zoro et Nami qui, tout en continuant d'évoluer dans le château, tombe sur la salle du trône et découvre en son centre un immense cercle magique. Vous avez la ref, évidemment, c'est la marque des chevaliers divins du chapitre 1134, ces enfoirés ont même pas nettoyé le sol, mais c'est pas grave, puisque ça donne lieu à une petite réflexion intéressante de la part de Nami. Déjà, elle remarque que c'est un cercle magique, mais révèle également qu'on peut en retrouver dans certains livres et certains rituels de pays cherchant à invoquer des démons. Première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, waouh, ok, donc tout ce côté ésotérique est quand même connu dans One Piece, c'est intéressant. Puis la deuxième réaction, ça a été de repenser à l'île de Namakura, là où est apparu Brook après avoir été repoussé par Kuma. Si vous ne vous en souvenez pas, cet endroit est étroitement lié à la tribu des Lombra qui causait pas mal de problèmes aux gens de la région, les poussant à prendre la décision d'invoquer un démon à travers un rituel satanique. Chose qui pour le coup a totalement fonctionné, sans fonctionner à la fois, puisque Brook est apparu sur l'île en même temps, devenant ainsi et temporairement le roi des démons aux yeux de ses habitants. Alors ok, c'est cool parce que ça existe, mais si ça existe sur cette île et dans les livres,
c'est qu'il y a une culture autour des démons dans One Piece qu'on ne soupçonne pas vraiment. On parle du monde où tout est possible, que ce soit l'existence d'armes antiques capables d'annihiler un pays, un Ren qui parle ou un royaume dans des îles célestes. Alors pourquoi la démonologie, elle, n'existerait pas et ne serait pas beaucoup plus concrète qu'elle ne l'était, eh bien sur Namakura? Et s'il existait une île, quelque part, où des rituels permettaient vraiment l'invocation de démons et Kimi, ou plus largement le gouvernement mondial, se serait emparé de ce pouvoir? Les démons eux-mêmes existent, comme a pu le prouver Zoro avec Ashura. Alors quel est le problème d'imaginer qu'une magie secrète, cachée, aujourd'hui possédée par Emu, permettrait l'invocation et la téléportation d'êtres démoniaques? Regardez, il existe bien une faucheuse apparue près de Zoro, ou des monstres d'une taille exceptionnelle dans le triangle de Florian. Jusqu'à présent, aucune explication rationnelle ne justifie leur existence, faisant d'eux pour le moment des êtres surnaturels que l'on peut parfaitement relier au monde spirituel démoniaque de One Piece. C'est pourquoi la prise de parole de Nami m'intéresse et m'interroge. Il y a encore tellement de choses que nous ne savons pas de One Piece autour des démons que la vérité se cache sûrement juste au-delà de notre réflexion habituelle. Prenons Barbe Noire, encore une fois, il est spécial car il n'a jamais dormi. Il est spécial car il est lié aux ténèbres. Il est spécial car Zoro et Luffy voient en lui plusieurs personnes. Et non, ce n'est pas son équipage. Et même pour finir, il est spécial car Saturne lui-même disait qu'il était spécial, tout simplement. C'est si difficile d'imaginer que Teach vienne d'un pays où les rituels magiques font partie de leur culture, d'une magie démoniaque capable de maudire quiconque en est la cible. Moi, je ne pense pas. Et sans même parler de lui, Egghead a été un véritable spectacle de démons en tout genre, possédant une magie jamais vue en bientôt 30 ans de parution. C'est un nouveau thème qu'Oda commence à aborder, que l'on peut caser dans la catégorie des pouvoirs particuliers qu'il doit encore justifier, comme au hasard l'existence d'une voix de toute chose, que certains peuvent entendre, les pouvoirs innés d'une arme antique, ou évidemment, les fruits du démon. Et j'ai hâte, très hâte même d'en savoir encore un peu plus sur ce sujet de démons et de spiritualité qui nous sort tant des habitudes que One Piece nous propose depuis tant d'années. Bon, allez, là ça y est, on parle un petit peu du GOAT. Apparu à l'origine à l'extérieur du château dans le précédent chapitre, le voilà désormais à l'intérieur et près du trône, le trône vacant d'Elbaf du coup. Le roi de ce putain de chapitre accueille Luffy et son groupe, révélant être venus au château après avoir senti un haki étrange. Il en profite pour saucer Luffy qui aurait défait Kaido tout en se remémorant Wano Kuni, voulant apparemment y retourner. Alors déjà petite pause, mais c'est marrant de le voir comme ça parce que de notre point de vue, les pirates de Roger ne sont jamais allés sur Wano. Enfin si, ils sont allés 2 fois pour récupérer le Rod Poneglyph sous la capitale des fleurs et pour ramener Oden après la dissolution d'équipage. Mais jamais nous n'avons vu les pirates de Roger eux-mêmes poser le pied sur l'île. Et si je me trompe, c'est que, je sais pas, j'ai totalement oublié. Mais voilà, c'est pour dire que c'est assez frustrant de se dire que Roger et tout son équipage, dont Oden, auraient pu s'occuper de Kaido en y allant à l'époque. Mais bon, ça a réveillé Luffy au moins. Donc là, on va enchaîner pas mal de sujets intéressants et ça commence par la déclaration de Gaban sur le haki étrange qu'il a senti. Comme si le mythe autour de l'apparition des chevaliers divins n'était pas assez gros, voilà qu'un haki particulier aurait été déployé lors de leur arrivée au château. On pourrait croire que ce haki vient des chevaliers divins en personne, mais je ne pense pas puisque Loki, lui, et malgré sa sensibilité avec son haki l'observation avancée, n'a pas mentionné une quelconque bizarrerie dans le haki de Gunko et de Shamrock. Donc, si Gaban s'est rendu au château avec cette étrange sensation, c'est que la source du haki provenait bien du cercle magique puisque il est apparu au château ce cercle. Encore une fois, j'ai la sensation que ça peut confirmer que les pentagrammes sont une création d'Imu en personne de la même manière qu'elle a été capable d'aspirer la vie de Saturne ou de ressentir le haki de Joy Boy depuis Egghead qui a touché ses doyens. Alors ouais, quand je parlais tout à l'heure là des pouvoirs qui nous sont encore inconnus dans One Piece, je pense que rien qu'en s'arrêtant au haki, pas loin de 95% des mystères pourraient être expliqués grâce à ce pouvoir bien précis là. Bref, vivement que Imu nous révèle le fruit du démon du haki là. Tous les fans et tous les rapports de puissance vont péter un câble. Alors, en plus d'avoir la confirmation de Gaban dans le chapitre, Oda, Grand Prince, ne nous fait pas attendre plus longtemps pour aussi nous confirmer qu'il a un enfant avec Ripley et qu'il s'agit donc évidemment de Koron. Alors, Koron... Et lui là, le gamin. Alors ouais, les questions doivent fuser dans votre cerveau, on va parler des races hybrides de One Piece, mais avant toute chose, c'est très important, souvenez-vous de la review de la semaine dernière, souvenez-vous de ma théorie sur les chevaliers divins. Je vous disais que leur plan de capturer les enfants d'Elbaf était à mon sens l'une des confirmations que Gaban était bien l'homme au Casa, précisément à cause d'un enfant géant, le fameux Koron. Koron, fils de Ripley, révèle que son père est un humain, mais aussi un ancien pirate, au moins aussi fort que les guerriers d'Elbaf. Déjà que l'ombre de Gaban planait
révélé une dizaine de chapitres auparavant, là c'était giga convaincant. Du coup, si on reprend le prochain plan des Chevaliers Divins, qui est de s'attaquer aux enfants d'Elbaf, je vous laisse deviner que Corone sera au premier plan, lui qui est déjà le gamin principal de l'histoire d'Elbaf. Depuis l'apparition de Shanks sur cette terre, il sera au premier plan en essayant peut-être de défendre ses petits camarades qui ne l'aiment pourtant pas beaucoup. Mais bon, vu que lui c'est un vrai guerrier, il s'en fout, il combat pour l'honneur, pas pour les autres, donc même s'il n'est pas de taille, je pense que notre cher petit Corone tentera d'un élan de bravoure de protéger sa terre natale des Chevaliers Divins. Et si ça arrive, vous êtes bien au courant que ça ne se passera pas bien pour lui. Il a eu de la chance quand il a attaqué Luffy que ce dernier ne l'atomise pas à coups de Bajrang Gun. Par contre, les dragons célestes, eux, ils s'en tamponnent le fion en fait de le blesser. Donc dans le danger imminent dans lequel va se trouver Corone, Gaban, son père, va devoir le sauver, créant ainsi la première interaction entre l'ancien bras gauche de Roger et l'élite de Marie-Joise. Tout colle! Tout prend sens. Surtout que Ripley, sa mère, semble être déjà loin du lieu du banquet puisqu'elle a accompagné Franky découvrir la fresque d'Elbaf. Maintenant, il suffit que Luffy récupère la clé de Loki pour se diriger vers lui avec Zoro, Nami et Rod, bien pour que Gaban se retrouve entre guillemets seul et aille affronter le jumeau de Shanks, évitant ainsi à Luffy de le rencontrer. Bon, en vrai, sur ce point bien précis là, j'ai un petit doute. Scénaristiquement, c'est à la fois intéressant que Luffy voit Shamrock, pour la ressemblance avec Shanks et l'incompréhension que ça va causer, comme de l'autre côté, voir le visage de Shanks associé à un être maléfique risque de ne pas le ravir. Donc tout va se jouer dans les prochains chapitres. Est-ce que les Chevaliers Divins vont réussir à kidnapper des gamins? Pour être honnête, j'ai jamais confiance dans les plans du gouvernement. C'est trop souvent un synonyme d'échec et avec le temps, j'ai appris à ne plus rien attendre d'eux du tout. C'est triste, mais c'est comme ça. Par contre, j'avoue que je vois bien, ou en tout cas j'aimerais bien, c'est plus un désir perso pour le coup, qu'ils arrivent non pas à capturer les enfants d'Elbaf, mais au moins un seul, et que ce seul gamin soit Corone. Ça pourrait être une porte vers l'arc final de One Piece, le gamin de Gaban, kidnappé et envoyé sur Marie-Joise, faisant un parallèle direct avec Kuma et ses parents. Et puis au-delà de ce parallèle, ça en fait un avec Luffy et Shanks. Ce gamin est lié aux deux personnages, et je dois vous rappeler ce qui s'est passé dans le tout premier chapitre de One Piece. Luffy a été capturé, et Shanks s'est en partie sacrifié pour le sauver. Alors ça reste qu'une hypothèse, avec son taux d'instabilité plus ou moins grand, mais plus que jamais j'aime me dire, et si ça se passait vraiment comme ça? Comment réagiront Luffy et Shanks, Gaban et les géants? Nous ne savons pas encore de quoi sont capables les Chevaliers Divins, mais de ce qu'on a vu, ils sont dangereux et grâce au pentagramme, ils ont un moyen de fuite parfait. Dites-moi ce que vous en pensez les bros en commentaire, dites-moi si vous aussi vous pensez qu'il est possible qu'un tel scénario puisse voir le jour. On en vient à parler des hybrides, ces races de One Piece naissant d'une union unique qui peuple le monde et qui ont déjà été représentées à de nombreuses reprises. Gaban mentionne par exemple les Wotan, qui sont le fruit de l'union d'un homme poisson et d'un géant. Nous en avons vu qu'un seul officiellement, si je ne dis pas de bêtises, et c'est Big Pan de l'équipage de Foxy. Il mentionne également la tribu totalement insolite, alors ça m'a fait rire un peu, je suis vraiment désolé, mais des longues jambes et des longs coups, des girafes pour être plus clair et plus précis. Ensuite, beaucoup plus intéressant, celle des boucaniers et des Dozun Dada. Nous avons donc la confirmation que les boucaniers sont une tribu hybride, et nous savons au moins d'où vient une partie de leur sang, puisque Ivankov révélait dans le premier flashback de God Valley qu'ils avaient un petit peu de sang de géant, expliquant à la fois leur robustesse et leur taille. Donc ok, les boucaniers sont un peu des géants, mais ils sont quoi d'autre? Vu leur taille et leur apparence générale, on pourrait penser qu'ils sont mi-homme, mi-géant, ce qui ferait donc de Corone un boucanier lui aussi. Mais je sais pas, ça me paraît un peu du coup trop simple. Également, je me suis dit que les boucaniers ont une culture très axée sur Nika, le dieu du soleil, chose qu'ils partagent et ont sûrement hérité des géants, mais aussi et peut-être de l'autre race dont ils sont originaires. Je sais pas, mais regardez par exemple, l'une des seules races à ne pas s'être mélangée à d'autres pour l'instant, ce sont les races célestes, les Skypeia, Chandia, Bilkan, etc. Et bah du coup finalement, qui nous dit que, au hasard, les Bilkan, qui sont l'une des dernières races célestes à ne pas avoir été développées, ne sont pas aussi eux des adorateurs de Nika, et eux aussi se sont mélangés avec des géants pour créer les boucaniers. On pourrait trouver ça étonnant qu'il n'ait pas d'ailes, mais je vous rappelle que pas plus tard que dans le chapitre 1137, on nous révélait que certains géants avaient des cornes à cause de leur sang de géant antique, et qu'apparemment ce n'était pas systématique. Donc voilà, peut-être que les boucaniers sont des hybrides avec les anges et les géants, expliquant leurs croyances, mais aussi pourquoi Oda a toujours dépeint Kuma comme capable de voler. Oui, c'est grâce à son fruit du démon, mais le foreshadowing serait pas dégueu. Vient ensuite la tribu des Dozun Dadas. Alors, ouais, ok, mais c'est quoi, c'est qui? Je sais pas non plus. Voilà, j'ai essayé de traduire et chercher depuis le japonais, ça donne rien du tout. Le seul truc exploitable, c'est que Dozun, c'est déjà un homme poisson dans One Piece, mais surtout que c'est une onomatopée
qui exprime un bruit lourd, un bruit sourd ou quelque chose qui tombe violemment. Donc si on se base sur l'aspect massif de la chose, alors c'est possiblement une race hybride de géants, mais pour le reste, je n'en ai strictement aucune foutue idée. Est-ce un hybride de la tribu des trois yeux? Est-ce un hybride d'où vient Gecko Moria? Est-ce un hybride d'une tribu avec les Tontata, les géants et les Tontata? Si ça représente quelque chose de lourd comme un marteau, est-ce que ça serait pas le nom de la tribu des Oni qui aurait tous comme arme de prédilection un lourd kanabo à l'image de Kaido et Yamato? Ouais, j'avoue là les gars, vraiment, Oda il nous a lâché une colle. Si vous avez une idée, une piste ou n'importe quoi, avec le peu d'infos que je vous ai donné de mon côté, allez-y, dites-le parce que, je sais pas, moi en tout cas c'est censé représenter quelque chose de massif, voilà. Ok, bah écoutez, pour la peine on va passer à la suite, toujours en restant avec Gaban, et on va même parler de Loki. Dans sa transparence légendaire, Luffy révèle à Gaban, tout en ne sachant toujours pas qui il est, d'ailleurs ça me fume de rire, qu'ils viennent chercher la clé pour libérer Loki. Le bras gauche du roi des pirates nous explique alors que Loki c'est pas un Joel rigolo. Avant que Shanks ne le capture, personne n'était capable de le faire, personne n'était parvenu à l'arrêter. Gaban appuie bien sur le fait qu'on ne connaît même pas les pouvoirs qu'il a et les dégâts monstrueux qu'il peut causer. Cette scène me semble importante déjà car Gaban lui-même reconnaît la puissance de Loki, ce qui est la preuve par A plus B que la puissance du prince maudit n'a très clairement pas été survendue et exagérée par les géants, c'est un vrai monstre. Et son fou du démon a l'air d'être encore plus terrible. Donc déjà et très clairement, nous ne nous rendons pas même compte nous-mêmes en fait de la puissance de Loki. Mais ce qui m'intéresse, ou ce qui m'a intéressé du moins, c'est la question de Gaban à Luffy. Tu vas faire quoi dans la pire des situations? J'imagine qu'il sous-entend là que Loki se retourne contre eux ou qu'il parte dans une folie de destruction. Eh bien, comment gérer ce fléau? Comment gérer cette calamité? Luffy, lui, est toujours aussi simple dans son raisonnement, hein. Il n'aura qu'à le rouster et l'enchaîner à nouveau. Après tout, c'est vrai. Lui aussi est un Yonko, lui aussi s'approche du niveau de Shanks, il peut avoir la puissance pour le gérer, et il a la puissance pour le gérer en fait, la question ne se pose même pas. Mais ça je pense que nous le verrons que très rapidement, car c'est pas la première fois que Luffy indique vouloir combattre Loki s'il le trahit, et à force de le dire, ça va finir par arriver. Donc temporairement, et pour le calmer, ce chapitre me confirme que Luffy devra combattre Loki, seulement ce combat n'aura pas pour ambition que de faire mousser les rapports de force. Non, car c'est en devenant Nika face à lui que Loki comprendra que le dieu du soleil l'a libéré de ses chaînes. C'est le propre de Luffy, libérer les prisonniers et les esclaves, il le fait systématiquement et c'est tellement une habitude chez lui qu'avant même de découvrir Loki et son histoire qu'il était enchaîné, etc., avant même que l'arc d'Egghead ne se termine, je vous disais déjà dans la review du chapitre 1107 que Luffy libérera le prince de ses chaînes. Le prince Loki d'Elbaf se trouverait au château d'Yggdrasil et serait enfermé prisonnier par un membre de sa famille ou autre, et Dory et Brogy viennent chercher Luffy pour obtenir son aide afin de libérer le futur roi des géants. Ce qui serait magnifique dans ce scénario, c'est que Nika serait le seul à pouvoir lui apporter la liberté. Pourquoi? Car c'est lui le libérateur des esclaves, tout simplement. Bon, alors... Attendez, j'avais pas tout bon sur la mentalité de Loki non plus, voilà, j'ai pas non plus Nostradamus, mais le plus important était là. Du coup, je suis surtout curieux de découvrir la réaction de Loki face à Nika, parce que Luffy va forcément se transformer en Nika durant cet arc, c'est impossible autrement. Il est dans le pays où quasiment tout est à l'origine de son mythe. Et s'il se transforme vraiment, cela signifie qu'il fera face à un ennemi ou du moins un adversaire coïncidant avec Loki le Furieux ou les Chevaliers Divins cherchant à kidnapper les enfants d'Elbaf. Bon allez, le roi de ce chapitre, c'est Gaban, donc on va retourner sur ce perso qui nous offre un micro-flashback de quelques cases de lui, Roger et Rayleigh. Ce flashback survient juste après avoir constaté que Luffy était vraiment pareil que son capitaine, et il n'est décidément pas le premier de l'équipage de Roger à avoir eu ce sentiment. Rayleigh a vu en lui son capitaine, Shanks a entendu en lui les mots de son capitaine, c'est donc au tour de Gaban d'y voir des réactions similaires. C'est donc là que nous avons un peu de flashback de Rayleigh et Gaban tentant d'avertir Roger d'un danger, d'un risque qu'il semble prendre inconsidérément. Alors au début, j'ai cru que c'était une référence au chapitre 1096, le début de la guerre de God Valley. Or, la pilosité de Roger ne connaît pas, il n'avait pas la moustache. Pourtant, déjà à ce moment-là, Gaban était l'esprit de contradiction de Roger, il était celui conscient des dangers que son capitaine, lui, n'hésitait pas à ignorer. Si on peut associer Gaban à Sanji chez les Mugiwara, pour leur place de bras gauche du capitaine, et leur troisième place en termes de puissance, cette attitude qu'avait Gaban est davantage proche de celle de Zoro qui, sur Punk Hazard par exemple, disait à Luffy de faire attention et de se ressaisir. J'aime vraiment le fait que ces deux équipages aient autant de parallèles sans pour autant
être les mêmes. Enfin bref, c'était trop bien à voir. Vraiment, c'était trop agréable. J'ai vraiment, et j'espère, je persiste à dire qu'un spin-off spécial équipage de Roger et rencontre entre lui, Gaban et Rayleigh mériterait plus que n'importe quel budget de film, surtout s'ils sont pas ouf. Ouais. On parlait de Rayleigh à l'instant. Rayleigh qui a, je vous rappelle, le prestigieux et très stylé titre de Seigneur des Ténèbres. Et si on ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi ce titre, l'origine d'un tel surnom, Oimo nous révèle celui de Gaban et comment il l'a obtenu. Scooper Gaban, le dévoreur de montagnes. En voulant apporter Roger malade dans un hôpital pour récupérer un traitement, ils se sont retrouvés encerclés par des centaines de pirates ayant sûrement pour objectif de s'en prendre au futur roi des pirates. Roger n'étant pas en état de combattre, Gaban n'a pas hésité un instant et seulement avec ses 2 haches a battu les centaines d'ennemis qui se dressaient face à lui. À la fin de la bataille, plus aucun arbre ne culminait sur la montagne, d'où le surnom de Yasan que lui donne Rod, contraction de Yamagorai, le dévoreur de montagnes. Je m'attendais pas à cette histoire et j'en suis pas déçu. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce flashback de la part de Gaban, j'aurais rêvé le voir à l'œuvre à cette époque, chose qui n'est même pas vraiment arrivée finalement malgré le flashback d'Oden. Si on peut éprouver un petit peu de remords de ce côté-là, très bientôt Gaban va passer à l'action puisque le chapitre se clôt par le dilemme du compagnon de Roger. En entrant dans la salle au trésor caché sous le trône d'Elbaf, une clé se trouve seule posée sur une table représentant la voie de la liberté pour Loki. Cependant, si Luffy la veut, il devra alors la prendre à Gaban, bien décidé à affronter l'héritier de Goldie Roger. Bon ok, alors là j'ai... Wow, je bug, mais pour être honnête, j'ai limite l'impression que la review commence maintenant là. Tant j'ai des choses à dire, c'est une folie. Alors ce qu'on va faire, c'est encore une fois, zéro suspense, je vais vous citer les prochaines parties de cette review. L'homme à la cicatrice de feu. Vous l'aurez sûrement remarqué, mais Gaban a une cicatrice pas comme les autres sur son visage, et il faut que je vous en parle. Le combat pour la clé. Un affrontement va avoir lieu entre Luffy et Gaban et je vais tenter de vous expliquer tout ce qui peut ou tout ce qui va se passer. Le rôle de Gaban. Pour finir, on va parler du rôle de Gaban dans la suite de l'histoire sur Elbaf. Et là encore, je pense que vous serez pas déçus. Allez les refs, comme d'habitude, on n'oublie pas le like qui fait plaisir et qui soutient la chaîne. Et on continue cette magnifique review, j'ai envie de dire. Bon, c'est un très gros morceau qu'on attaque là, puisque vous l'aurez remarqué, Gaban a une cicatrice sur le visage et la forme prend très clairement une forme de flamme. Et ça ne peut que nous faire penser à ce mystérieux personnage révélé par l'équipage de Barbe Noire et Kid qui, d'après les rumeurs, serait possesseur du dernier Rod Poneglyph et naviguerait sur les océans avec un bateau noir coulant sur son passage quiconque tentant de l'attaquer. Alors quand toutes ces révélations nous ont été faites, les théories ont fusé dans tous les sens et c'est normal, une grande partie se sont mis à penser que Dragon serait le mystérieux homme à la cicatrice de feu. De mon côté, c'est aussi une hypothèse que j'ai mis en avant dans ma review avec plusieurs autres hypothèses dans lesquelles j'avais plus ou moins confiance. Mais je sais pas, il y avait un truc qui m'attirait en Gaban. Car j'ai encore quelques suspects à vous présenter. L'un d'eux serait tout simplement, Scooper Gaban. Et plus encore, pour vous prouver que c'est pas un coup de hasard, j'en ai carrément reparlé dans l'iceberg numéro 2 posté l'année dernière sur ma chaîne. À côté, ma théorie serait davantage que ce soit encore une fois Scooper Gaban, le deuxième plus important homme de Roger après Rayleigh. Voilà, donc je sais de quoi je parle, puisque c'est vraiment ma théorie principale sur l'identité de cet homme. Alors que dire maintenant que Gaban apparaît avec une marque pareille? Eh bien, rien n'est confirmé. Et oui, c'est la raison pour laquelle je vais me permettre de continuer de théoriser un peu et vous expliquer en quoi Gaban est égal homme à la cicatrice de feu est un choix totalement cohérent et possible par Eiichiro Oda. Premier indice, seul l'équipage de Roger savait où se trouvaient tous les Rod Poneglyphs et c'est depuis qu'ils sont allés sur Laftel qu'il en manque un ayant disparu dans la nature. Qui d'autre qu'un membre de l'équipage de Roi des Pirates pour protéger cette stèle? Qui d'autre que Gaban pour se rendre compte de l'importance de ces informations? Deuxième indice, son hobby serait l'exploration et Gaban confirme aujourd'hui être celui face à Crocus dans la cover du chapitre numéro je ne sais plus combien, je l'ai oublié avec le temps. Ce qui veut dire qu'il a de grandes connaissances en navigation pour naviguer seul d'Elbaf au Cap des Jumeaux et qu'en plus de tout ça, il doit prendre assez souvent la mer pour créer cette légende dépeinte par l'équipage de Barbe Noire. Justement, dans le flashback d'Oden et Roger, hasard ou non, faute ou pas, mais Gaban semblait être le navigateur et avait tracé les coordonnées des 4 Rod Poneglyphs pour découvrir l'emplacement de Laftel. Donc tout ça fait un vrai mélange cohérent dans cette théorie. Troisième indice, peut-être un peu poussé mais intéressant, Kid est le premier à avoir parlé de l'homme à la cicatrice de feu. Et Kid a, comme par hasard, choisi la destination vers Elbaf. Enfin, ouais, pour le coup, c'était vraiment du hasard. Mais Oda a bien joué avec lui puisqu'il n'avait pas totalement tort, Gaban était sur Elbaf, l'homme à la cicatrice de feu, potentiellement.
Quatrième indice, le bateau noir de cet homme serait en fait Lauro Jackson qui aurait troqué ses belles couleurs or et rouge contre un noir sombre pour ne plus être reconnu. On va pas détruire un bateau pareil, et la réapparition de Gaban permettrait alors de répondre à la question où se trouve le navire du roi des pirates, puisque c'est lui qui en aurait hérité. Cinquième et dernier indice, finalement le visage de Gaban n'est peut-être pas très connu, expliquant pourquoi personne n'a jamais fait le rapprochement entre le Gaban jeune de chez Roger et le papy vieux à la cicatrice de feu. Certes, Jinbei disait que l'histoire du dévoreur de montagnes est connue, mais ça ne signifie pas pour autant que la génération actuelle est censée connaître Gaban comme une superstar, preuve en est avec l'équipage de Luffy d'ailleurs qui ne le savait même pas. Ok, donc tout ça c'était trop cool. Vraiment, je trouve ça trop cohérent, mais ça ne répond pas à toutes les questions. D'où viennent les tourbillons dans lesquels les navires étaient pris au piège? Honnêtement, je vois pas 50 hypothèses. Soit Gaban a un fruit du démon, soit c'est sa force brute avec ses haches, soit c'est l'œuf du navire de Roger qui permet une telle prouesse. On va commencer d'ailleurs par ça. On ne sait rien de cet œuf. Il n'avait pas éclos quand l'équipage s'est dissous, alors il faut croire que Gaban l'a gardé et surtout qu'il a vu son éclosion. Sauf s'il n'a pas bougé depuis 20 ans, mais j'en doute. Rappelez-vous également que pendant la bataille de Roger contre Shiki, la bataille d'Edward, une mystérieuse tempête a permis à Roger de remporter cette guerre, ou en tout cas de s'en emparer. À ce moment-là, il y avait déjà l'œuf. Vu qu'on ne sait pas quelle créature il cache, c'est peut-être cette même créature qui a généré ce changement climatique. Un pouvoir qu'utiliserait aujourd'hui Gaban pour engloutir ceux cherchant à s'en prendre au Rod Poneglyph. Ensuite, il y a l'hypothèse qu'il fasse ses vagues grâce à ses haches. C'est peut-être con, mais pas difficile d'imaginer que grâce à la puissance de ces deux lames, il puisse tourner sur lui-même pour créer un tourbillon d'eau, un peu à l'image de Zoro avec certaines techniques finalement. Mais sinon, ma partie préférée, c'est peut-être la moins probable d'ailleurs, mais Osef, reste que ces tourbillons sont l'œuvre d'un fruit du démon, notamment celui de l'eau. L'eau, le glouglou, l'eau water, l'aqua. Bien que ce fruit du démon puisse représenter un véritable paradoxe dans l'univers de One Piece, il n'est absolument pas impossible qu'Oda ait quand même décidé de l'introduire dans l'œuvre. Nous avons bien appris des mots de Vegapunk que les fruits du démon sont créés par les souhaits et les désirs d'êtres humains, et personne dans le monde, en plusieurs centaines ou milliers d'années, n'a rêvé de posséder le pouvoir de contrôler l'eau, alors que le fruit des marécages de merde, lui, il existe. Non, je vais être sincère, je pense vraiment pas que c'est impossible à l'heure actuelle qu'Oda introduise ce pouvoir, et ça pourrait être le cas avec Gaban. Je sais qu'aucun membre de l'équipage de Roger n'avait de fruits à l'époque, mais qui nous dit qu'il ne l'a pas consommé après la dissolution? Qui nous dit qu'il n'aurait même pas fait exprès finalement, ou que tout simplement il s'est sacrifié pour que ce pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains? Les théories peuvent être multiples, mais quoi qu'il arrive, et jusqu'à présent, je n'ai jamais été tant sûr qu'un personnage soit l'homme à la cicatrice de feu, et je suis bien content d'avoir misé sur ce cheval quand même. On passe maintenant à la partie du combat de Luffy face à Gaban. Donc Gaban demande à Luffy de lui récupérer s'il est capable la clé qu'il a dans ses mains. Certes, ça semble être un combat, mais ça sera aussi une épreuve pour Luffy, une épreuve d'agilité ou de réflexion qui poussera Gaban à davantage esquiver que frapper. Bon, déjà je pense que la panique créée par les chevaliers divins risque d'interrompre cet affrontement, mais quand cet affrontement aura lieu, voici l'image que j'ai de ce scénario. Luffy va utiliser tous ses gears, un par un, du Gear Sigon ou Gear Force, en ne parvenant pas à déjouer l'expérience au combat de Gaban. En le voyant trop fort, Luffy utilisera alors le Gear 5, ce qui changera radicalement le combat. Cependant, Gaban, tout comme Rayleigh avec le Haki, va posséder une compétence, un pouvoir qui n'a jamais ou très peu été montré dans l'univers de One Piece. Un pouvoir qui, au hasard, permettra peut-être d'annuler ou d'affaiblir les fruits du démon, ou en tout cas un truc qui concerne les fruits du démon. Ça se terminera sur un match nul, un match avorté à cause du chaos sur Elbaf et peut-être de l'apparition d'un chevalier divin sur le cercle démoniaque qui se trouve proche d'eux. Nous n'aurons pas le vrai vainqueur du combat, mais Luffy repartira tout de même avec la clé, avec peut-être la mission directe de Gaban de libérer Loki pour profiter de son aide contre les envahisseurs. Alors ça, c'est mon petit scénario de fan, évidemment que Oda va me l'atomiser dès le prochain chapitre, mais tranquille, j'ai l'habitude. Maintenant, si on parle pour le coup vraiment sérieux, est-ce que Luffy est plus fort que Gaban? J'aurais tendance à dire que oui, évidemment, mais que la force brute et la puissance n'ont pas le même impact face à l'expérience. Les pirates de Roger, c'est ceux qui ont affronté les plus grands dangers de ce putain de monde, entre Barbe Blanche, les Rocks, les Chevaliers Divins et tout ce qu'on ne sait pas encore. Luffy mérite son titre d'empereur, sa puissance depuis le Gear 5 a plus que largement brisé les barrières de son Gear Force le plus puissant à l'époque. Pour autant, ils ont toujours à apprendre, et quand je dis ils, je parle bien sûr de nos protagonistes. Aujourd'hui, et malgré l'utilisation d'éveil de fruits du démon et de haki avancé, Luffy ne parvient toujours pas à passer outre la force du Gorosei, alors que le haki de Joy Boy, scellé depuis 800 piges, les a renvoyés directement dans les jupons de Imu. Vous voyez où je veux en venir? J'entends par là que le seuil de puissance de Luffy n'est pas atteint. Au contraire, s'il veut un jour égaler Joy Boy pour accomplir ce que lui n'a même pas réussi avec sa
son pouvoir de l'époque, alors il devrait être capable de pouvoir utiliser au minimum un haki des rois aussi puissant que celui sur Egghead. Donc oui, c'est bien la preuve que Gaban, peu importe ce qu'il a à apprendre à Luffy, lui apprendra et lui apportera une expérience utile pour la fin de l'œuvre. Et vous savez quoi? C'est l'heure d'en parler dans la dernière partie de cette vidéo. Quel est le rôle de Gaban sur Elbaf? Pourquoi l'introduire ici et maintenant? Les gars, rappelez-vous bien de pourquoi on a toujours théorisé sur la rencontre de Gaban avec tous les Mugiwara. Rappelez-vous de toutes ces théories datant de 3, 4, 8 ans, peu importe. Gaban entraînera les Mugiwara depuis le début de l'arc d'Elbaf. Je vous dis qu'ici serait le lieu absolument parfait pour que les Mugiwara y passent du temps afin de s'entraîner. La faune est dangereuse, les animaux sont aussi gros et féroces que les formes démons du Gorosei, et surtout bon nombre de Mugiwara manquent encore d'expérience. Mettez de côté les Sanji, les Luffy, les Zoro ou même les Jinbe, tout le reste n'est pas capable d'utiliser correctement leur haki ou d'exploiter la vraie nature de leur fruit du démon. Et devinez quoi? On peut pas leur en vouloir en fait, c'est totalement normal. Et pourquoi c'est normal? Parce que quand Luffy et Zoro ont développé leur haki, ils l'ont fait où et comment? Sur le Sunny peut-être, dans la cuisine, en plein combat? Non, le haki demande de l'entraînement, le haki peut s'éveiller, mais pour l'entretenir et l'exercer, bah oui, il faut l'entraîner, il faut savoir en fait. Alors pour ça, Oda leur a calé Rayleigh et Mihawk, rien que ça, qui ont appris les bases du haki aux principaux utilisateurs de ce pouvoir, quand Sanji, lui, il l'aura développé petit à petit jusqu'à Wano, peut-être aussi grâce à Ivankov, on n'en sait rien, mais du coup, que faire des autres Mugiwara? Eux, ils ont pas eu la chance d'avoir le Seigneur des Ténèbres avec son mode d'emploi, donc ils sont foutus, ils utiliseront jamais le haki de l'observation de l'armement? Eh ben non, il est normal que la plupart des combattants ne l'utilisent pas, ils savent pas le faire, ils ont pas été entraînés à le faire, et c'est tout l'intérêt d'une ellipse sur Elbaf. Gaban et les autres leur expliqueraient toutes les arcanes de cette compétence. Le haki de l'observation et de l'armement pour Usopp serait facilement assimilé au bout de quelques jours ou semaines. Pareil pour le haki de l'observation de Nami ou celui de Robin, qui a d'ailleurs déjà subi un entraînement très offensif avec les révolutionnaires. Tout comme Luffy s'est entraîné 2 années dans la faune de Ruskaina pour développer et perfectionner la maîtrise de son fruit du démon, les Mugiwara s'entraîneront contre les monstres d'Elbaf et avec Gaban en prévision de leur prochaine rencontre avec le Gorosei. Cette île représente la force pure et la force brute, elle apporterait le contexte et l'environnement idéal à un entraînement pour nos protagonistes, quelle que soit sa durée. Alors du coup, c'est très bien le haki, machin et tout, la Gaban, mais faut bien qu'il apporte un truc sensiblement différent de Rayleigh, lui. Non? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il va avoir une compétence, un truc que Luffy n'a pas ou ne connaît pas bien. Ce truc, c'est peut-être une expertise des fruits du démon. Et j'aime me dire, et bien que ce soit un argument un peu casse-gueule, que Gaban utilise un fruit du démon et que ce soit le fameux fruit de l'eau dont je mentionnais plus tôt. En vrai, peu importe. Déjà, un fruit du démon m'intéresserait pas mal. Car si c'est le cas, lui, plus que n'importe qui d'autre, pourrait expliquer à Luffy, même s'il le sait déjà, mais surtout à Robin et Chopper, comment éveiller leurs fruits du démon. Comment les entraîner. Rayleigh le haki, Gaban les fruits du démon, l'ellipse sur Elbaf leur permettra d'actualiser leur puissance et de monter à un niveau jamais atteint pour les Mugiwara. L'éveil du Ito Itonomi de Chopper, du Hana Hananomi de Robin et la maîtrise encore plus parfaite du Gomu Gomu Nomi de Luffy. Entre l'ellipse et le combat de Gaban contre les chevaliers divins, tout s'aligne pour mes théories de cet arc là dans ce chapitre, c'est trop bien. Mais vous savez finalement ce qui est le plus intéressant à se poser comme question pour davantage pré-shot ce que Gaban pourrait apporter aux Mugiwara? Et qu'est-ce que Rayleigh lui a apporté à l'équipage? Eh bien il aura parlé de Roger et de leur voyage, Gaban fera de même avec une vision qu'on ne connaissait peut-être pas et différente. Il leur a brièvement parlé de Shanks, ce qui est brièvement arrivé dans ce chapitre mais finira encore par arriver suite à la présence de Shamrock sur Elbaf. Gaban révélera peut-être un secret sur le roux. Rayleigh les a aussi sauvés en affrontant un ami. Cette fois, je pense pas que Gaban devra sauver quiconque si ce n'est son enfant, ou alors un des Mugiwara plus faibles en proie de l'un des chevaliers divins. Je ne serais pas étonné qu'Oda fasse du bras gauche de Roger un sauveur à l'image de son bras droit. Et pour finir, ce que je disais, Rayleigh a entraîné Luffy, c'est la plus grande chose qu'on ait pu faire pour lui et les Mugiwara, chose que Gaban ferait donc également. Tiens d'ailleurs, je me demande si Gaban et Rayleigh s'entendent aussi bien qu'à l'époque, ou s'ils se sont un petit peu séparés en colère comme Nekomamushi et Inuarashi. Je sais pas. Je m'éloigne. Donc ouais, j'espère et je ne pense pas me tromper, mais ce bonhomme va normalement beaucoup apporter aux Mugiwara et donc à l'histoire. Il va même tellement leur apporter en fait qu'il va leur offrir la dernière clé pour l'Aftel. Les gars, ok. Posons-nous là 5 petites minutes. Excuse-moi toi. Le coup de Gaban, homme à la cicatrice de feu. Ça tient totalement. Pour l'instant, c'est qu'une théorie, mais c'est le truc le plus concret autour de ce personnage, voilà, pour le moment. Si ça devient une vérité,
Alors Gaban possède juste là la dernière stèle recherchée par les Moogie, la dernière clé qu'il leur faut pour aller sur la stèle, littéralement. Alors peut-être que cette histoire d'entraînement et tout là, ce parallèle de l'aide apportée par Rayleigh aux Moogie, eh bien finalement, il se manifestera par le don du Rod Poneglyph, la dernière carte manquante. Et paradoxalement, si ça fait 9 piges que j'attends le moment de la rencontre de Gaban et des Mugiwara, je suis tout de suite moins emballé de me dire que Elbaf risque bien d'être le dernier arc avant le voyage vers Laftel. J'ai beau attendre la révélation de tous les mystères de cette œuvre, plus ces révélations ont lieu, eh bien moins il reste de sujets à analyser et théoriser. Ma véritable première passion en commençant les vidéos One Piece. Je suis trop heureux de le voir apparaître. Mais ça veut aussi dire que je pourrais plus jamais fabuler sur son apparition. On le range dans le placard des théories confirmées ou erronées, sans jamais avoir à le réouvrir, parce qu'il n'y a pas besoin. Donc ouais, c'est génial, toutes ces révélations, mais un jour, eh bien, il n'en restera plus aucune. Et à ce moment-là, je n'aurai plus de sens d'être ici, là, avec vous, et on devra tourner la page de bientôt plus de 10 ans de vie commune. Bon, attendez, avant on va quand même finir One Piece et répondre à vos questions, puisque sur Twitter, comme d'hab, pour le courrier de Goji, vous m'avez bien spam, alors merci les bros, et c'est parti. Et on commence pas par une question, mais par une réponse de ma part. Non, je vous expliquerai pas comment Gaban a pu avoir un gosse avec une géante. Je n'en sais rien, je veux pas savoir, je laisse votre imagination faire, laissez-moi tranquille. Pourquoi Gaban reste sur Elbaf depuis 20 ans? Seulement par amour? Qu'est-ce qu'il cache selon toi, Gigo? Écoute mon ref, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons à chercher... Tout simplement, hein, il fait sa vie il a refait là-bas, quoi. C'est comme Rayleigh, le fait qu'il soit aussi proche de Shaki indique qu'il a fait sa vie sur Sabaody pour être à côté d'elle, mais aussi pour se la jouer un petit peu discret vis-à-vis du gouvernement. Gaban, lui, il a une femme, il a un gosse depuis 20 ans, hein, aussi Koron, qui est bien plus vieux que Luffy, d'ailleurs, comme je vous l'avais dit dans une des dernières reviews, et il n'y a pas de meilleur endroit pour se cacher du gouvernement qu'une île où ces derniers sont bannis. Après, si c'est aussi lui, l'homme à la cicatrice de feu, et qu'il protège le Rod Poneglyph, alors il a totalement raison de se cacher ici, ainsi que de prendre de temps en temps la mer pour pas trop attirer l'attention. Ce chapitre, c'est très important, a révélé qu'il y avait des voleurs, sûrement autant humains que géants, et ils ont été capables de découvrir la salle au trésor du château d'Elbaf, alors qu'elle est vraiment cachée de fou furieux. Donc si Gaban ne partait pas aussi souvent avec le Rod Poneglyph en mer, il est probable que des individus, des intrus et espions finiraient par le découvrir sur Elbaf. Donc ouais, honnêtement, ça me choque pas du tout de le voir ici, ce qui me choque plutôt, c'est de savoir qu'il a un Kazad Wano Kuni en fait, d'où est-ce qu'il le sort? Ça se trouve, c'est Oden qui lui a donné en partant ou qui lui a fait, ça serait vraiment mignon. Tu penses que Gaban est vraiment l'homme à la cicatrice de feu? Perso, je pense pas. Rappelons que 3 points ont été évoqués par l'équipage de Barbe Noire. Il navigue sur un bateau noir, il crée des tourbillons, donc sûrement fruit du démon, et il travaille pour le gouvernement, ou sûrement pour le gouvernement. Alors, du coup, vous avez eu mon avis un peu général dans la review, mais je voudrais revenir sur ces 3 points que tu as abordés et expliquer pourquoi ça n'empêche pas qu'il soit cet homme. Donc, il navigue sur un bateau noir, ça désolé, mais n'importe qui pourrait en avoir un, ça veut rien dire. Je veux dire, là, on est dans un monde de pirates, ça doit pas être bien compliqué de faire un bateau de couleur noire, c'est pas la particularité trop compliquée à avoir ou propre à un personnage. Il crée des tourbillons. Alors on a pu voir que Gaban pourrait posséder un fruit du démon, qu'il pourrait les faire lui-même avec ses haches, ou même que ce soit la créature dans l'œuf du bateau de Roger. Encore une fois, on ne sait pas comment l'homme à la cicatrice de feu peut créer ces tourbillons, et on ne connaît pas non plus les pouvoirs de Gaban, donc même si ça ne matche pas forcément pour le moment, c'est juste une zone un peu neutre et un peu floue de cette théorie. Pour finir, le fait qu'il travaille sûrement pour le gouvernement mondial, ça pourrait être un foreshadowing, évidemment, mais là encore, ce n'est qu'une supposition pour le coup de l'équipage de Teach, c'est pas une confirmation du tout. Donc comme je l'ai dit, le fait que Gaban soit l'homme à la cicatrice de feu reste encore aujourd'hui totalement théorique, même si la marque sur son visage a vraiment renforcé cette idée. Par contre, pour les contre-arguments apportés, je trouve qu'on peut assez aisément les contourner sans être de vraiment de mauvaise foi. Donc on verra bien d'ici la fin de l'arc, la révélation ne va sûrement pas tarder, mais moi pour l'instant c'est ce qui m'a le plus convaincu, ouais. Hello Goji, bravo pour ton travail, continue comme ça, merci mon ref. Ma question ne concerne pas One Piece mais plutôt toi. Comment travailles-tu tes reviews? As-tu une équipe? Tu fais tes montages tout seul? Tes animations et tout, c'est tout toi qui les fais? En tout cas continue comme ça, force, merci beaucoup mon ref. C'est cool une question comme ça qui me concerne, si ça vous intéresse pas, je vous laisse quand même le timecode pour aller à la prochaine question One Piece. Alors pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur les backstage, c'est très simple, je travaille seul, voilà. Enfin pas exactement non plus parce que si je fais les recherches, l'écriture de la vidéo et la majeure partie du montage tout seul, Nina et Kichi m'ont aidé de milliers de manières différentes pour vraiment améliorer la qualité des vidéos ces dernières années, que ce soit au niveau du montage ou quoi que ce soit, ils m'ont souvent donné un coup de main et ça m'a souvent sauvé la vie. Et sinon, depuis à peine quelques mois, je bosse avec Valentin qui m'aide régulièrement sur le montage en prenant une partie de la vidéo, ça m'allège du temps de montage également, donc ça fait du bien. Mais voilà, globalement, ça reste vraiment un rythme soutenu, surtout le week-end avec les reviews, et genre là, la semaine dernière, pour le chapitre 1138, j'ai écrit 30 putains de pages
et fait ma partie de montage de 45 minutes en plus ou moins une cinquantaine d'heures. Ça a été l'une des reviews les plus intenses et éprouvantes que j'ai eu à faire. Là encore, je m'en suis toujours pas remis de mes nuits blanches. Ça se voit vraiment à ma gueule de déterré. Là, j'ai les yeux, ils sont explosés. En tout cas, voilà, j'ai de l'aide ponctuelle avec Valentin et Nina et Kichi m'ont aussi énormément aidé tout en continuant de le faire de temps en temps. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre leurs chaînes respectives. Je suis entouré que de gens talentueux sur YouTube. En plus, alors, donnez de la force. Mardi, Nina sort sa review du chapitre 1138 qui est devenu une véritable théorie des nerfs à part entière. Donc allez streamer ça les refs. Ça fait une semaine qu'elle lit, la pauvre. Salut le goth, j'ai peut-être raté un truc, mais pourquoi Luffy et Zoro veulent libérer Loki d'un coup? Merci pour l'énergie que tu donnes aux gens chaque semaine. Merci à toi mon ref pour cette fin de message. Alors, c'est Luffy qui veut libérer Loki. Zoro, lui, il aide juste parce que c'est son capitaine, hein, rien de plus. Luffy veut le libérer car Loki lui a fait la promesse de lui dire où est Shanks s'il récupère la clé pour lui rendre sa liberté. Mais voilà, si t'as un doute, check la 11e page du chapitre 1136 et t'auras tout de révélé. Merci pour tes reviews et tes analyses si bien travaillées, tu nous régales tellement chaque semaine, merci beaucoup les refs, vraiment c'est toujours adorable. Gaban, le 3e de l'équipage égal de Roger et Rayleigh. Mensonge et calomnie? Bah non, c'est pour dire que dans l'équipage de Roger, seul lui et Rayleigh et Gaban du coup se distinguaient et étaient sur la même longueur, le même piédestal, je sais pas, c'est un peu comme Zoro et Sanji qui sont les ailes du roi des pirates, ce sont les égaux de Luffy, mais pourtant il y a une hiérarchie de puissance bien prononcée et logique entre les trois. De toute façon, je vois même pas pourquoi la question se pose chaque fois qu'on a ce genre de révélation, puisque Oda a toujours fait en sorte que le capitaine soit le plus fort de l'équipage, mais qu'il soit suivi de ses deux autres vice-capitaines. On va dire qu'il y a une différence de puissance entre Roger, le chef de l'équipage donc, et Rayleigh et Gaban, mais que la différence de puissance entre Rayleigh et Gaban et le reste de l'équipage est encore bien plus grande, il y a un vrai fossé. Bon, vous savez quoi? Regardez, je vous fais un croquis sur Paint au lieu de me faire chier pour expliquer ma pensée, ça sera 1 milliard de fois plus simple. Mais voilà, en gros, faut pas penser que Rayleigh et Gaban sont aussi puissants que lui, le capitaine restera supérieur quoi qu'il arrive, mais les trois représentent le sommet des combattants de leur équipage. Je suis le seul à avoir l'impression qu'Oda est en train de speedrun Elbaf, l'enchaînement des derniers chapitres est exceptionnel, mais tout ça semble un peu trop rapide. Alors, je vois totalement ce que tu veux dire, j'en parlais il y a pas longtemps et je suis totalement d'accord. C'est même problématique. Alors, en gros, c'est très bien qu'Oda avance et fasse bouger son histoire. Heureusement, même parce que en 30 piges, ça n'a jamais décollé à ce point-là et c'était même très long par moment. Et c'est précisément ça le problème et l'origine de ce ressentiment que tu as et que je partage justement avec toi. On a tellement été habitués à des révélations dosées au compte-gouttes, allant même jusqu'à subir des arcs ne révélant presque rien, que d'un coup, on se prend tout dans la gueule en moins de 60 chapitres, hein, plus ou moins. Et ça bouscule. Pour le bien de l'œuvre, c'est bien, tu vois, c'est pas du tout du négatif. Mais du coup, on a presque plus l'impression de vivre la même œuvre. Et du coup, on a l'impression aussi que la fin se précipite. Enfin, c'est très bizarre et aussi très paradoxal avec l'attente des fans depuis des dizaines d'années. On râlait de n'avoir aucune révélation et maintenant, on râle parce qu'il y en a un peu trop d'un coup. Mais bon, pour le coup, c'est plus le sentiment actuel qui est étrange, le sentiment, du coup, concret qu'une fin approche, ouais. Hello bro, quand Gaban dit que les secrets sont faits pour être révélés, est-ce qu'il nous prépare des révélations sur Rockstar, One Piece, Joy Boy, etc. Alors franchement, honnêtement, je pense pas, il va sûrement proposer au Mugiwara de raconter certaines choses, mais tout ce qui concerne le One Piece, on peut oublier direct, c'est mort. Luffy n'a pas voulu il y a 15 ans face à Rayleigh, il voudra pas aujourd'hui face à Gaban, ça a pas de sens. Par contre, le coup de Rockstar peut être intéressant, même si je doute un petit peu, car en fait, si vous vous souvenez bien, le voyage de Roger les a menés jusqu'à cette île, mais au début, il ne savait pas que c'était pas la dernière île et qu'il y en avait encore une autre qui était l'Aftel du coup. Donc tout comme Rayleigh n'a rien dit, je pense que Gaban ne dira que très peu de choses et surtout des choses qui n'impacteront pas le voyage de nos Mugiwara. Et ben voilà les bros, on arrive à la fin de ces questions et la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, j'espère qu'elle vous a plu, c'était un plaisir, mais alors vraiment immense que de vivre ce chapitre là avec vous depuis les années qu'on attendait ça, c'est dingue. Donc je vous invite à défoncer les likes et les commentaires et les abonnements. Bref, comme d'hab, juste pour aider du coup le référencement de la chaîne. Merci à vous si vous le faites. De votre côté, prenez bien soin de vous et de vos proches et peut-être à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous encore une fois. Peace les bros.